worst vice president. You're the worst border czar. There's never been anybody bad like you. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. Get out of here. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Alors, Donald Trump, il a triché, ça c'est certain. On le voit. La preuve, c'est qu'il n'a pas écouté les médias français qui avaient décidé, ça je ne l'invente pas, ils avaient décidé, ces merdias, que Trump devait perdre. Et en fait, si on y réfléchit bien, Trump a triché parce que dans les urnes, c'est lui qui a obtenu plus de voix que Kamala Harris. Et si c'est pas de la triche, ça, mais alors c'est quoi? Normalement, il n'aurait pas dû gagner puisque selon BFM, LCI et tous les merdias, il aurait dû perdre. Donc j'en conclus, nous en concluons tous qu'il a triché, ce type. Il a triché. Donald Trump, c'est un populiste aussi. Parce qu'il a promis aux Américains de résoudre leurs problèmes. Il a écouté leurs problèmes et il s'est dit, tiens, on va essayer de les résoudre. Ben, c'est révoltant, ça. C'est pas ça un homme politique. Un vrai chef. Un véritable homme politique, c'est comme Macron. C'est-à-dire, tu n'en as rien à foutre du peuple, tu les écoutes pas, tu ne promets rien et tu ne fais rien. Tu baratines, tu les embobines, tu te goinfres et tu profites de tes privilèges de chef d'État. Tu vis en parasite. C'est ça un homme politique. C'est ça. French. I come here and I wanted to talk a lot of shit about France, but I went to the Louvre, I went to the Arc de Conquista, I went to all beautiful places in Paris. People from France don't suck, but government in France is fucking horrendous. French Revolution 1789 tried to erase God from the map, but guess what? Jesus Christ is live more today than fucking never. Fuck Macron. Fuck all globalists. Fuck all these motherfucking globalists. They're trying to push a political and corrupt agenda. And I hope you understand that democracy is a fallacy. Democracy is not the real government. So, please, read Hans Hope and understand why the world is going crazy like that today. Thank you so much, French. Paris is fucking beautiful. Dès l'an prochain, la France pourrait compter 4160 radars. Une centaine de plus qu'actuellement, c'est ce que préconise le projet de loi de finances 2025. Certains, comme celui-ci, seraient équipés d'une intelligence artificielle. En plus des excès de vitesse, elle détecte de nouvelles infractions. Elle vérifie le respect des distances de sécurité et en scannant l'habitacle, repère un téléphone en main ou l'absence de ceinture. 135 € d'amende par infraction et plusieurs points perdus. Alors maintenant, avec l'élection de Trump, la guerre en Ukraine c'est terminé. Trump va abandonner l'Europe, la laisser seule face à ses responsabilités. Et Kékéros, le petit roquet, lui s'était attaqué à l'ours russe, croyant qu'il serait aidé, soutenu par son grand frère américain. Et Kékéros, maintenant, il est mal. Il l'a dans le huc, et profond. Pour une fois, je ne suis pas sûr que cette position lui fasse plaisir. Il va peut-être même devoir démissionner, à moins que ce soit le peuple qui lui botte les fesses manu militari. Le manu, il n'est pas à la fête en ce moment. Pas du tout, pas à la fête. Trump va donner un coup de pied dans le deep state, dans l'état profond, dans la fourmilière. Et de cette fourmilière, on va voir détaler à toute vitesse des gars bizarres, tels que des corrompus, des pédophiles, des suceurs de sang d'enfants. Des types roses avec des plumes d'oiseaux exotiques dans le luc, des gars en string sur la tête, des percutés du ciboulot, des sniffers de farine T45 et même des enseignants pédophiles de 40 ans, transgenres, qui ont détourné des mineurs, des gamins de 15 ans.
et qui se cache actuellement dans les plus hautes sphères du pouvoir. Trump, il a tous les dossiers en main. Et il est aidé par les services secrets russes et chinois. Il va les sortir, les dossiers, il va les sortir. Il va donner des noms. On comprend pourquoi il a essuyé plusieurs attentats. Cela dit, ça ne va pas être facile pour Trump. En effet, parce qu'au-dessus de sa tête, il y a une épée de Damoclès. Une balle perdue, une petite capsule de poison dans son bouillon du soir, une nouille explosive qu'on cache dans l'une de ses oreillettes. Eh bien oui, parce que quand les cafards sont éclairés, quand ils sont en pleine lumière, ils deviennent super agressifs, ils piquent, ils mordent, ils font tout ce qu'ils peuvent, quoi. En tout cas, Trump a gagné, moi je comprends pas. C'est contre la démocratie, c'est un déni de démocratie, puisque BFM avait décidé qu'il devait perdre. Mais alors, on peut se poser la question, à quoi servent nos médias puisqu'ils ne sont pas capables d'imposer au peuple leur démocratie? À quoi ils servent? Ben, ça veut dire qu'ils sont impuissants. Bon, donc, moi, la conclusion, je n'ai plus envie de regarder les médias. Pour moi, ils ne servent à rien, ils sont complètement inutiles. Ce sont des merdes. You stole the 2020 election. You've mocked and ridiculed and put people in prison and broken people's lives because you said this thing was stolen. This entire phony thing is getting swept out. Biden's getting swept out. Kamala Harris is getting swept out. MSNBC is getting swept out. The Justice Department's getting swept out. The FBI is getting swept out. You people suck, okay? And now you're going to pay the price for trying to destroy this country. And I'm going to tell you, we're going to get to the bottom of where are the 600,000 votes. You manufactured them to steal this election for President Trump in 2020. And think where this country would be if we hadn't gone through the last 4 years of your madness, okay? You don't deserve any respect. You don't deserve any empathy, and you don't deserve any pity. And if anybody gives it to you, it's Donald J. Trump, because he's got a big heart and he's a good man. A good man that you're still going to try to put in prison on the 26th of this month. This is how much you people suck, okay? You've just tried to destroy his business thing, and he came back. He came back in the greatest show of political courage, I think, in world history. Like Cincinnatus coming back from the plow. He's the American Cincinnatus. And what he has done is a profile in courage. We've had his back. But I got to tell you, he may be empathetic, he may have a kind heart, he may be a good man, but we're not, okay? And you deserve, as Natalie Winters says, not retribution, justice. But you deserve what we call rough Roman justice, and we're prepared to give it to you. So. Donald Trump, figure emblématique de la dissidence, critiqué sans relâche par les médias mainstream et la bien-pensance mondiale pour sa position de rebelle du système. Et pourtant, est-il vraiment ce qu'il prétend être? Aujourd'hui, nous plongeons dans les recoins sombres de son image de sauveur pour découvrir si le personnage est réellement un dissident ou juste un rouage du système qu'il prétend vouloir détruire. Depuis ses débuts controversés, jusqu'à ses alliances douteuses et ses dossiers compromettants, Trump a toujours joué sur une image de héros contre l'establishment, jusqu'à se donner lui-même une image biblique en s'appelant carrément l'élu. Mais derrière les slogans et les promesses d'assécher le marais, la réalité semble bien plus complexe. Nous verrons comment ses choix, ses amis et ses actions sont très loin de coller avec l'image d'un sauveur venu anéantir le Deep State. Saviez-vous que Trump a côtoyé des individus liés à des affaires de pédophilie et que ses choix de collaborateurs en disent long sur ses véritables intentions? Avant de plonger dans ces aspects troublants, laissez-moi d'abord vous présenter le personnage. Donald Trump Jr. est né le 14 juin 1946 à Queens, New York. Son père, Fred Trump, était un important promoteur immobilier.
Et dès son jeune âge, Donald a montré un intérêt pour les affaires. Après avoir rejoint l'entreprise familiale, il a rapidement pris les rênes, étendant les activités à Manhattan et construisant des gratte-ciel emblématiques comme la Trump Tower. Son père avait lui-même repris l'entreprise de son père. Il est d'ailleurs impliqué dans des affaires de corruption et d'extorsion de ses locataires, ainsi que de fraude aux subventions pour les vétérans de guerre, même s'il n'a pas été jugé coupable. Il a aussi été arrêté lors d'une manif du Ku Klux Klan qui fera 2 morts, mais ne sera toujours pas jugé coupable. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez drôle concernant le grand-père de Trump. C'est un immigré illégal arrivé aux USA après avoir déserté l'Allemagne, car il devait faire son service militaire, et qui a voulu rentrer au pays après avoir fait fortune dans l'immobilier et les affaires pas très nettes comme la prostitution. Drôle quand on connaît la position de son petit-fils sur l'immigration. Revenons-en à Trump. Il a été acteur et animateur dans différentes productions. Il y a de nombreux politiciens dans son cas, comme Schwarzenegger, Zelensky, Reagan et plein d'autres. Et oui, ça aide de devenir acteur politique après avoir été acteur tout court. Donald devient président dès sa première campagne électorale, en janvier 2017, et le restera jusqu'en 2021. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Trump s'est toujours présenté comme l'homme qui allait assécher le marais, c'est-à-dire anéantir le Deep State. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous renseigner car expliquer ici serait trop long. Mais en bref, ce sont les gens qui dirigent réellement le pays. En résumé, il a promis qu'il allait stopper la corruption d'État aux USA. Celle qui permet de tuer les gens avec de l'oxycontin ou d'envoyer 4 milliards de dollars en Israël chaque année. Donc maintenant, analysons ce qu'il a fait durant son mandat et ses affiliations. On commence avec le plus connu de tous, la grande star, Jeffrey Epstein. En 2002, Trump affirmait connaître Jeffrey. Il avait même dit au New York Magazine que, je cite, « C'est un gars très amusant qui aime les belles femmes comme moi, et plus du style jeune. » Epstein a rejoint le quartier de Palm Beach en 1990. Cela a fait de Trump et d'Epstein des voisins. Trump aurait déclaré à un ancien conseiller, Roger Stone, que lorsqu'il avait visité la maison d'Epstein, la piscine était remplie de filles. Trump a dit qu'il pensait que c'était bien qu'Epstein laisse les enfants du quartier utiliser sa piscine. Les deux se sont vus dans une vidéo de 1992, enregistrée pour le talk show NBC de Fritz Daniel à Closer Look, mettant l'accent sur les femmes et les blagues. On y voit d'ailleurs Trump dire à Epstein « Elle est chaude celle-là ». Mais la vie fait bien les choses. C'est vers 2004 que Trump et Epstein se sont disputés et n'ont plus parlé pendant 15 ans, a déclaré Trump aux journalistes de la Maison-Blanche en juillet 2019. Ça tombe bien, c'est juste avant que Jeffrey soit jugé coupable pour prostitution de mineurs. Epstein a suivi ses amis et associés avec un livre noir, qui comprenait 2 adresses, 14 numéros de téléphone, dont un contact d'urgence pour Trump. Lorsque Gawker a interrogé Trump sur son nom apparaissant en 2015, un porte-parole a déclaré qu'il ne se connaissait que parce que Trump possédait le club le plus chaud et le plus luxueux de Palm Beach, et Epstein y allait de temps en temps. Notez qu'il avait dit qu'il ne se parlait plus depuis 2004. Trump a choisi comme secrétaire au travail Monsieur Acosta, homme qui avait signé un accord secret avec Epstein lorsqu'il était procureur et que Jeffrey était sous une poursuite fédérale. Monsieur Acosta a démissionné en 2019 car cela faisait trop polémique. Après l'arrestation d'Epstein, Trump déclara qu'il n'était pas fan de lui. En passant, je vous invite à regarder les détails de la mort d'Epstein. Maintenant, nous allons voir que Trump s'est entouré de pédophiles et de gens qui représentent totalement le Deep State. Pour débuter, nous avons William Barr, procureur général de la justice sous George Bush, puis remis par Trump, ça en dit long. Ancien de la CIA impliqué dans les Iran-Contra, des écoutes illégales de citoyens américains, une position favorable à l'incarcération de masse, etc. Son père est celui qui a donné un poste de professeur à Epstein, car il était directeur de cette école. Il a aussi écrit un livre dans lequel il fait l'éloge de la pédophilie. En France, ils ont Dupond-Moretti qui représente la justice. Eux, ils ont William Barr. Ensuite, nous avons Alan Dershowitz, avocat très connu ayant défendu des gens comme Mike Tyson ou O.J. Simpson, mais surtout Jeffrey Epstein. Il l'a aidé à ce qu'il écope de seulement 1 mois de prison, d'où il pouvait sortir avec son garde du corps en guise de surveillant, alors qu'il était accusé de plusieurs viols sur mineurs. Et bien après cette histoire, Trump l'a engagé en tant qu'avocat durant l'affaire de destitution le concernant. L'avocat est aussi cité une centaine de fois dans les affaires du réseau Epstein pour avoir violé des mineurs et figure dans un document scellé des témoignages sous serment disant qu'il a eu des rapports répétés avec une mineure du réseau. George Nader, agent de liaison libanais ayant des connexions au Moyen-Orient. Il avait déjà collaboré avec Bush, lui aussi, donc comme on voit, Trump adore travailler avec des gens du Deep State, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour assécher le marais.
Donald a fait appel au service de George Nader alors qu'il est reconnu coupable de trafic d'enfants, pédophilie et possession de pédopornographie. Pour en finir avec le joyeux sujet de la pédocriminalité, nous avons l'affaire Cathy Johnson. Une femme nommée Cathy Johnson a porté plainte devant la justice américaine pour des viols commis sur sa personne par Trump et Epstein, lorsqu'elle n'avait que 13 ans, et cela durant 4 mois, le tout commis à New York dans la maison de Leslie Wexner, PDG de Victoria's Secret et membre du méga groupe. Notez que Epstein se servait de l'image de Victoria's Secret pour attirer des ados en leur promettant une carrière de mannequin. Au final, Cathy Johnson retirera sa plainte après quelques temps. Ne pas négliger les moyens de pression mis en œuvre par ce genre de personnes et ce genre de réseau. Et puis, mettez-vous à la place de Trump. Si quelqu'un vous accusait de l'avoir violé quand ce n'était encore qu'un enfant, ne voudriez-vous pas, devant la justice, prouver que c'est faux, plutôt que la victime annule sa plainte comme par magie? Il est aussi lié à une affaire d'enlèvement qui a eu lieu dans les années 90 aux alentours de New York, liée à Epstein qui l'aurait fait enlever pour lui. Voilà un peu pour ses liens avec la pédophilie, mais on pourrait continuer longtemps. Maintenant, nous allons nous intéresser aux actions qu'il a entreprises durant son mandat pour nettoyer le Marais comme il le dit. Comme décrit plus haut, le Marais désigne l'État dans l'État, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas du tout pour le peuple américain, mais pour des intérêts privés et ceux d'autres groupes. Premier exemple, son beau-fils, Jared Kushner, le mari de sa fille Ivanka. Un fils de magnat de l'immobilier comme Trump. Son père est d'ailleurs connu pour détournement de fonds et fera de la prison pour ça. Le fils a plein d'accusations pour fraude, pratiques abusives, etc. Ce n'est pas tout. Jared Kushner, c'est aussi les liens étroits avec les lobbies sionistes. À la tête d'une association familiale, Friends of Israeli Forces, qui a pour but de soutenir l'armée coloniale financièrement. Il finance aussi avec sa famille les colonies illégales israéliennes. Malgré tout ça, Trump le nommera haut conseiller du président aux USA. Jared refusa son salaire. Pas étonnant quand on apprendra qu'il aura abusé de son poste pour délivrer des visas en échange d'investissements dans 16 entreprises. Encore une fois, plusieurs accusations, mais aucune condamnation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a énormément d'arrangements à l'amiable. Trump le chargera des négociations entre la colonie illégale d'Israël et la Palestine, malgré son parti pris pour l'entité coloniale. C'est d'ailleurs sous son mandat qu'ils créeront les accords d'Abraham et qu'ils déplaceront l'ambassade des USA à Jérusalem. Un geste très symbolique. That I would try to do if I was Israel right now is I would just bulldoze something in the Negev. I would try to move people in there. I know that won't be the popular thing to do, but I think that that's a better option to do so that you can go in and finish the job. Recognizing a Palestinian state would essentially be rewarding an act of terror that was perpetrated into Israel. So it's a super bad idea in that regard. The way that we did it was like a little bit inverted from there, right? So I'm not sure there's much left of Gaza. And Gaza's waterfront property, it could be very valuable to, if people would focus on kind of building up, livelihoods. You think about all the money that's gone into this tunnel network and into all the munitions. If that would have gone into education or innovation, what could have been done? And so I think that it's a little bit of an unfortunate situation there, but I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. Jared Kushner, gendre, ancien conseiller de Donald Trump et architecte des accords d'Abraham. Il parle de finir le travail, de nettoyer Gaza, de se concentrer sur la construction, mais aussi de terminer le travail, cette fois au Liban. Qui est Jared Kushner ? Né dans une famille juive de géants de l'immobilier pleine de controverses, il est l'héritier d'un capital de 1,8 milliard de dollars. Kushner s'est frayé dans l'ombre un chemin depuis de minces études jusqu'à la Maison-Blanche. Dons illégaux à des sénateurs ardemment pro-israéliens, affaires d'évasion fiscale et projets immobiliers douteux ont jalonné l'histoire de sa famille. Lorsqu'il a été nommé conseiller par son beau-père, Kushner a eu l'idée géniale de faire la paix entre Israël et les pays arabes. La seule nation arabe que son plan excluait était les Palestiniens parce que I think proactively recognizing a Palestinian state would essentially be rewarding an act of terror that was perpetrated into Israel. Le contenu de son soi-disant plan de paix, encore plus vaste que les accords d'Abraham, comportait certains éléments très tentants pour Israël. La reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan occupé, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, ou encore l'annulation des sanctions contre les colons israéliens.
Bien qu'il n'ait rien fait pour améliorer la vie des Palestiniens, Kushner a l'audace de prétendre qu'il veut tout améliorer. We all kind of want to make things better. En réalité, lui et sa fondation familiale sont connus pour leurs dons à toutes sortes d'organisations sionistes. Voici une liste des dons que Cyril and Charles Kushner Family Foundation Incorporated a fait en 2013. On y retrouve des organisations comme Young Israel of Bay Harbor qui envoie de l'argent à l'armée israélienne et promeut une idéologie sioniste maladive. Ensuite, on trouve le don à la FIDF, Friends of IDF, qui envoie de l'argent directement à l'armée israélienne qui commet un génocide en Palestine depuis des décennies. Kushner a même été un membre de son conseil d'administration national. En outre, plusieurs journaux ont fait état des dons de sa famille à des colons juifs extrémistes qui sont responsables de la destruction de la vie de millions de Palestiniens. Aujourd'hui, Israël fait exactement ce que dit Kushner, évacuer les civils, nettoyer Gaza et finir le travail. Si Trump est réélu, que fera Kushner? Un autre projet immobilier controversé, mais cette fois à Gaza? Donc résumons. Il nomme à l'un des plus hauts postes son beau-fils qui est connu pour des affaires de fraude et pour son appui à une force coloniale qui viole tous les jours les droits de l'homme. On peut dire que ça commence bien. Pour suivre, nous avons le plus grand donateur de sa campagne présidentielle 2017, Sheldon Adelson. Un milliardaire qui arrose Israël de son argent. Il a lui aussi créé une fondation pour renvoyer de l'argent là-bas. Il en donne à l'armée, aux colonies illégales, aux associations de propagande anti-islam et d'autres chouettes projets du style. George Bush avait reçu quelques billets de sa part pour sa campagne aussi. C'est le plus grand soutien financier de Netanyahou. Ou plutôt, il l'était car il est mort d'un cancer. Sûrement un cancer du côlon. Vous inquiétez pas, sa femme a repris le flambeau. Elle a annoncé qu'elle arroserait Donald s'il reconnaît l'annexion de nouveaux territoires pour Israël. Nous allons poursuivre avec un personnage beaucoup moins connu, mais qui tenait pourtant une place beaucoup plus importante dans la carrière de Donald Trump. Roy Cohn. Avocat juif américain possédant un réseau d'influence gigantesque grâce à ses pratiques de chantage sexuel. Il contrôlait de nombreuses personnes très puissantes. Ronald Reagan, le directeur du FBI, Edgar Hoover, William Casey, le directeur de la CIA, le PDG de la Fox, Rupert Murdoch, le boss du New York Magazine et du Vogue, et encore plein d'autres. On pourrait continuer pendant des heures. Bref, vous avez compris, il était tranquille le bonhomme. Trump était son petit protégé. Il lui a d'ailleurs présenté son futur directeur de campagne, Paul Manafort. Directeur de campagne qui est un poste très important. Roy Cohn pistonna aussi la sœur de Trump au poste de juge fédéral. Trump l'appellera alors pour le remercier après ça. À son départ, Epstein prit la place de Roy Cohn. Si cela vous intéresse, renseignez-vous sur le méga groupe et le beau-père de Epstein, agent du Mossad, Robert Maxwell. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous souvenez de la pandémie de rhume qu'on a eue en 2020? Eh bien, rappelez-vous du remède dont on entend parler pour tous ses bienfaits. Oui, je parle de la fameuse piqûre miracle. Eh bien, Trump, lui, a carrément donné les rênes au département de la Défense, donc l'armée, pour s'occuper de soigner tout le monde du vilain rhume. D'ailleurs, il s'est encore vanté dernièrement pour sa gestion de la situation qui, selon lui, a fait gagner beaucoup de temps. Oui, ça c'est certain, mais à qui? Pas à son peuple en tout cas. Il n'a pas mis cette opération en place sur un coup de tête. Les présidents précédents avaient signé les lois nécessaires pour pouvoir le faire. Lui a juste fini le job. Sous son mandat, il a laissé Anthony Fauci, le plus haut placé des services de santé américains, connu pour des faits sombres tels que des tests sur des orphelins ou un rôle douteux dans les affaires liées au sida. Par la suite, il reconnaîtra avoir fait du gain de fonction, c'est-à-dire rendre un virus plus dangereux pour l'homme, et ce, sur le SARS-CoV-2. L'immunologiste en chef de l'opération placée par Trump, Moncef Slaoui, était membre du comité de la société qui fournira certains poisons dits remèdes, Moderna. Il avait plein d'actions chez eux. Placé à la tête de l'organisation qui doit préparer les réponses aux pandémies, Robert Kadlec, un lobbyiste de Emergence Biosolutions, une entreprise qui a produit des vaccins. D'ailleurs, lors de son mandat, il avait oublié de dire qu'il était copropriétaire d'une entreprise de lobbying pharmaceutique et conclua carrément des contrats bien juteux avec des boîtes pour qui il travaillait alors qu'il était en poste à la Maison-Blanche. L'un de ses conseillers à la présidence, Scott Gottlieb, membre de la FDA, mais pas seulement, aussi de GSK, Pfizer et d'autres compagnies pharmaceutiques. Mais alors qu'est-ce que la FDA? Pour ceux qui ne savent pas, la FDA c'est la Food and Drugs Administration
C'est l'organisme d'État qui est censé réguler tout ce qui est médicaments et alimentation. Lorsqu'on observe un peu l'histoire et qu'on observe dans les faits, ils n'ont pas régulé grand-chose et ils sont au centre de certains scandales sanitaires, comme par exemple l'Oxycontin qu'on a évoqué en début de vidéo, qui a été un véritable fléau pour la société américaine. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas fini. Ne vous en faites pas, jeune goyim. Soyez confiants, Trump est là pour assécher le marais. Son conseiller à la sécurité d'État, Michael Flynn. Un ancien collaborateur de Paul Vallely, monsieur qui avait travaillé et écrit un livre avec Michael Aquino. Michael Aquino est un pionnier dans le contrôle mental, un psychopathe impliqué dans des affaires de pédos et le fondateur du temple de Seth, qui est une église satanique. Il a carrément des accusations de viol sur des enfants dans la crèche de sa propre caserne. Donc vous pouvez dire, oui mais Flynn n'a rien à voir avec lui, bon très bien, en attendant il n'a jamais dénoncé les pratiques inhumaines de l'armée américaine sur son propre peuple et d'autres. Il travaille carrément avec les pires ordures de cette organisation. Alors le choisir comme chef de conseil, bon. Je pourrais continuer encore longtemps, mais je vais m'arrêter là. Pour ceux qui doutent encore, vous pouvez vous intéresser aux gens qu'il compte nommer s'il est réélu. Jamie Dimon, le PDG de la Morgan Chase. J.D. Vance sera nommé vice-président et il a déjà annoncé la couleur. Gloire à Israël et guerre contre l'Iran. D'ailleurs, durant la rédaction de cette vidéo, Trump ne m'a malheureusement pas fait démentir. Il n'a fait que donner son appui à Israël, en disant des choses catastrophiques du style « il faut les laisser finir le job ». Il a carrément invité le chef de guerre génocidaire Netanyahou, est parti lui serrer la main, lui faire des grosses accolades. Il a d'ailleurs dit que le fait de critiquer Israël était un acte antisémite et que les actes antisémites devaient être sévèrement punis. Asséchez le marais, on vous a dit les jeunes goyim. Sinon, durant le tournage, on a aussi eu l'épisode de la tentative d'assassinat et Trump qui évite les balles car c'est un envoyé de Dieu venu pour nous sauver mais qui n'a pas réussi à le faire durant son premier mandat car c'était trop court. Lol. Un peu de sérieux s'il vous plaît. Résumons un peu la situation. Trump se dit vouloir assécher le marais, c'est-à-dire rendre le pouvoir au peuple. Mais pourtant, dans ses faits et gestes, il ne fait que l'inverse. Travailler avec des pédos notoires ou des grands corrompus de la FDA, etc. Donner son soutien inconditionnel à l'entité génocidaire d'Israël. Avoir eu sa carrière qui a été lancée grâce à un réseau de chantage sexuel sur mineurs. Bref, que des trucs du marais. Donc arrêtez de venir me dire que c'est le Messie et qu'il va tous nous sauver car j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et ça m'a suffi pour bien comprendre que c'était pas le cas. Retenez bien mes jeunes goyim. Nous sommes nos propres sauveurs. Et ce ne sont pas Elon Musk ou Donald Trump ou encore bien le prochain qui vont nous présenter, qui va nous sauver, mais bien nous-mêmes. Now, Bobby, RFK Jr., that was a meaningful endorsement. That was a great endorsement. We'll take on the corruption at the FDA, the CDC, World Health Organization, and other institutions of public health that have dominated and really are dominated by corporate power and dominated really by China. You say clearing out corruption in your terms. Would that mean clearing out the top level federal service workers that are currently at the FDA and the CDC? In some categories, I would say. What does that look like? Yeah, in some categories of workers, there are entire departments, like the nutrition departments at FDA, that have to go. That are not doing their job. They're not protecting our kids. Why do we have Fruit Loops in this country that have 18 or 19 ingredients, and you go to Canada and it's got 2 or 3? Would you eliminate any of the agencies? To eliminate the agencies, as long as it requires congressional approval, I wouldn't be doing that. I can get the corruption out of the agencies. That's what I've been doing for 40 years. I've sued all those agencies. I have a PhD in corporate corruption, and that's what I do. And once they're not corrupt, once Americans are getting good science and are allowed to make their own choices, they're going to get a lot healthier. Contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30,
It takes high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal. It's got to be some outside influence doing that. Thank you. I'm here to give you testimony that chemtrails, they're not contrails, are indeed real. They're spraying almost every day. I watch the clouds and watch the spraying program going on. I want to tell you that we're in very great danger from the pollution that's coming down over us. And we've been led astray by the military-industrial complex, and they're responsible for the cloud's creation and weather manipulation programs. They're Netflix est soupçonné de fraude fiscale, des perquisitions sont en cours. Voici ce que l'on sait. La plateforme de streaming fait l'objet depuis ce matin de perquisitions à Paris et Amsterdam, où se trouvent les sièges de Netflix pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire en novembre 2022 pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et travail dissimulé en bande organisée visant Netflix France, déjà ciblé par un contrôle fiscal portant sur les exercices 2019, 2020 et 2021. Au moment de la révélation du contrôle fiscal en France en 2023, un porte-parole de Netflix s'était exprimé. Nous nous conformons aux règles fiscales de tous les pays dans lesquels nous opérons à travers le monde. Jusqu'en 2021, le groupe arrivé en France en 2014 minimisait son imposition en déclarant aux Pays-Bas son chiffre d'affaires réalisé en France, selon le média La Lettre A, qui avait révélé l'information du contrôle fiscal. Après l'abandon de ce montage financier, le chiffre d'affaires déclaré en France par Netflix avait bondi de 47,1 millions d'euros en 2020 à 1,2 milliard d'euros en 2021. En se penchant sur l'exercice 2021, les agents du fisc entendent vérifier si Netflix n'a pas continué à minimiser de façon abusive ses bénéfices, expliquait La Lettre A. Avec plus de 282 millions d'abonnés fin septembre dans le monde, Netflix a réalisé 9,82 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien qu'au troisième trimestre 2024. I've had no chemotherapy. I've had no radiation. I chose Dr. Brzezinski instead after a lot of research. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne, Ricardo Martínez Vázquez.
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Irlande, Julian Clare. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Danemark, Jesper Vara. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique, Michel René Jereptsov. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas, Joanneke Marijke Balvoort. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kenya, Peter Mutuku Matuki. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Laos, Simhandon Oibuabudi. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kyrgyzstan, Kubanitchbek Keneshovitch Bokontaev. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Finlande, Maria Elina Leivala.
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique fédérative d'Éthiopie, Genet Teshome Jirou. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger, Issa Abdou Sidikou. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arménie, Gourgan Babkenovitch Arsenian. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Azerbaïdjan, Rahman Sahibovitch Mustafayev. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe, Mark Gray Marongwe. Chers collègues, mesdames, messieurs, je salue chaleureusement au Kremlin pour cette cérémonie officielle de remise des lettres de créance les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de 28 pays. Vous pouvez tous compter, chers collègues, sur la coopération des autorités russes, du ministère et des services de l'État et d'une attitude positive de la part des entreprises russes, des représentations de la société et des autorités russes à votre égard. La traduction est en cours ? Oui. Vous avez la traduction, c'est bon ? Nous sommes sincèrement intéressés à ce que votre activité rencontre des succès
il vous incombe une responsabilité qui est importante, une mission essentielle, c'est de renforcer les relations entre les pays que vous représentez et la Russie, à résoudre les problématiques les plus diverses, les plus et souvent difficiles d'ordre économique, politique, économique. Et en ce qui concerne notre pays, il est ouvert à une coopération avantageuse avec tous les pays, sans exception, sur le principe de respect de l'égalité et de la non-ingérence dans les affaires intérieures et du strict respect du droit international. Nous nous prononçons pour la mise en place d'un système des relations économiques internationales libre de toute concurrence déloyale et de sanctions unilatérales et de restrictions motivées par des raisons politiques. La Russie est impliquée dans les relations internationales. Elle suit une politique extérieure conséquente visant à défendre ses intérêts et à contribuer au développement international. Et cela s'est manifesté notamment lors du sommet important de Kazan qui s'est tenu récemment. Et la Russie s'implique justement dans ce calendrier mondial. Et avec toute sa responsabilité, elle assume l'ensemble de ses missions. Pendant cette année, nous avons organisé plus de 200 rencontres au niveau le plus haut, au niveau des experts, des ministères, des parlements et des milieux d'affaires. Et nous avions donc cette responsabilité importante d'assurer une intégration en douceur de tous les États qui ont rejoint les BRICS, et c'est la responsabilité et qui nous avait rejoint donc au début de cette année. Et c'est effectivement un processus qui se fait rapidement, de façon harmonieuse, pour tous les pays intéressés à cette coopération et cette initiative. Nous avons ressenti effectivement l'intérêt pour les BRICS qui s'établissent justement sur ce respect des intérêts mutuels, dans la volonté de parvenir à des résultats concrets et tangibles. Et donc nous avons poursuivi dans le cadre de ce sommet une réunion spéciale avec les pays amis et partenaires des pays du Sud et de l'Est, dans le cadre de ce qui s'appelle les BRICS+. Et sous la présidence russe, nous avons vu participer des dirigeants de différents pays et des représentants de pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, y compris notamment des représentants aussi d'organisations régionales. Et à Kazan, il y avait 35 pays représentés, et cette géographie étendue représente l'intérêt que constituent les BRICS pour la plupart de ces pays, de la part des pays qui veulent réellement suivre une politique indépendante. Et chacun d'entre eux a son itinéraire politique, a sa volonté, a son histoire. Et c'est dans cette optique, dans cette diversité et cette combinaison unique de voies diverses que se retrouve toute une force, et notamment la capacité d'intégrer les BRICS. Et cette coopération va se renforcer. Et cette orientation stratégique des BRICS va dans le sens d'un monde multipolaire, et c'est l'intérêt de nombreux pays, et c'est ce que reprend justement la déclaration finale de Kazan. Et cette déclaration a confirmé qu'il y a d'autres pays partenaires, de nouveaux pays qui sont intéressés, et la liste des pays potentiellement candidats à rejoindre ces pays ont reçu des invitations, ils ont vu des réactions positives à leur intérêt. Et lors de ce sommet, nous avons examiné la situation dans le monde, les tendances préoccupantes qui sont à observer dans le monde. En particulier, il était question aussi de l'Ukraine et bien sûr de la dégradation de la situation au Proche-Orient, et qui a été
discuté de façon détaillée au cours de la réunion des BRICS+. Et nous souhaitons sincèrement que cette coopération dans le cadre des BRICS contribue à renforcer les relations dans le monde. On sait que la Russie, dès le début de ce conflit, a souhaité et non seulement souhaité, mais a participé à des négociations, mais la partie ukrainienne, à l'inspiration de conseils venus de l'extérieur, a renoncé à l'accord qui a été presque validé. Et donc en fait, cette volonté de renforcer l'escalade dans ce conflit, et notamment cette volonté d'infliger à notre pays une défaite, est une voie profondément erronée. Et seuls ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Russie et ne prennent pas en compte sa force, sa cohésion, la cohésion du peuple russe, peuvent continuer à commettre cette erreur. Et donc, mesdames, messieurs, je vous invite à contribuer justement à ce que les capitales des pays que vous représentez aient une vision plus juste et objective de la réalité politique dans notre pays. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, la cérémonie à laquelle vous participez, où il y a vos pays, le Japon, le Canada, Israël, Malte, la Birmanie, le Burkina Faso, la Malaisie, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays. Je sais que nous avons des contacts au niveau bilatéral. Avec certains d'entre vous, les contacts sont réduits au strict minimum. Les échanges ont été gelés sur les échanges aussi sur les questions pas seulement économiques mais aussi politiques, et donc nous voudrions croire que une position juste et équilibrée reprendra le dessus et que nous pourrons reprendre nos coopérations, parce que les relations entre vos pays et la Russie ont des racines profondes en faveur d'un échange enrichissant, culturel, économique, et la volonté de travailler ensemble à résoudre les conflits régionaux. Dans la mesure où il y a ici une représentante de l'État d'Israël, je tiens à rappeler que la Russie participe de façon active à la recherche d'une solution au conflit israélo-palestinien pour éviter qu'il dégénère en conflit généralisé dans la région. Et nous appelons l'État d'Israël à trouver une solution sur la base du droit international et des règles communément admises. Il y a encore la formule des deux États qui a toujours été préconisée et qui a été validée par l'ONU, notamment par l'Assemblée générale. Il y a ici dans cette salle des pays beaucoup plus positifs dans la volonté de travailler avec la Russie, comme le Burkina Faso, le Zimbabwe, l'Argentine et d'autres pays, et nous avons ici la volonté de travailler avec vos pays dans un esprit de partenariat, de respect des intérêts mutuels, et nous continuerons à renforcer nos contacts sur les plans économiques et politiques, sur le plan culturel, du sport, de la formation. Et à titre d'exemple, je montrerai ce que la Russie fait avec l'Inde, où nous avons justement des relations de partenariat privilégiées. Nos pays travaillent ensemble, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral, dans le cadre de l'ONU, de l'Organisation de coopération de Shanghai, dans le G20 et bien entendu au sein des BRICS. Tout cela a été confirmé par les discussions détaillée que j'ai eue avec le Premier ministre Modi à Kazan. Il y a eu des représentants de pays africains et cette semaine à Sochi, nous avons participé
nous aurons aussi des relations au niveau du partenariat ministériel avec les pays africains, au cours desquels nous pourrons discuter des plans d'extension des relations entre la Russie et les pays du continent. Et à cet égard, qui se développe activement en ce moment. Ceci doit se faire, bien entendu, au profit de tous les pays, pour la croissance économique et sociale, pour accroître le bien-être des personnes. Bien entendu, il y a des éléments positifs avec des relations avec chaque pays, notamment d'Amérique latine et d'Asie. Mais bien sûr, les ambassadeurs de la Biélorussie, de l'Azerbaïdjan, de la Kirghizie, tous ces États sont des proches voisins et de très bons amis et aussi des partenaires stratégiques et des alliés de la Russie. Nous avons rencontré ces dirigeants en octobre à Moscou lors de la réunion de la CEI et nous nous retrouverons à la fin du mois de décembre pour établir les résultats et les perspectives. En 2025, ensemble, lors du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, contribution à laquelle ces peuples et ces États de la communauté ont apporté, eh bien, je souligne que ces pays frères, notamment la relation avec la Biélorussie, ont repris une dynamique importante. En décembre, nous célébrerons le 25e anniversaire de nos relations diplomatiques et il y aura à ce moment-là une réunion de l'Assemblée. Je voudrais souhaiter à la Biélorussie tous mes vœux pour la présidence de la communauté. Avec le Kirghizistan, il y a eu un secteur autonome de la République fédérative socialiste de Russie, ce qui a permis des échanges culturels et une communauté culturelle. Et ensuite, bien sûr, l'État souverain kirghize qui constitue une alliance pour nous. Dans ce même esprit, nous avons créé des relations particulières avec l'Azerbaïdjan. Nous faisons tout pour normaliser les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et garantir une paix solide au Caucase. Avec un accord de paix, une délimitation des frontières de l'État et un déblocage des communications et des transports dans le cadre d'un accord de haut niveau, signé pour 2020-2025. Je ne peux pas ne pas exprimer mon insatisfaction en voyant l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui ont utilisé la plateforme du sommet des BRICS pour discuter des questions essentielles pour parvenir à une paix durable et à une concorde internationale. En conclusion, j'aimerais vous souhaiter à tous plein succès dans vos fonctions professionnelles et dans votre mission diplomatique importante. J'espère que votre séjour et votre travail en Russie vous laissera une impression favorable. Je vous souhaite tous mes vœux et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.